Salut les gens, bienvenue dans ce troisième épisode du journal de célibat. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de, de vous montrer la liste de mon chien, visiblement. J'en peux plus. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette lecture que j'ai relue depuis peu, car je l'avais achetée à sa sortie, donc il y a un moment quand même, 2016. Et je l'ai relu là récemment, car ça parle quand même pas mal des rapports hommes-femmes. Et donc dans mes réflexions sur le célibat et les relations, c'était pas complètement con de la relire. Donc oui, Liv Strömquist, autrice suédoise d'essais dessinés, féministe vénère. Lisez toutes ses BD, elles sont super. Celle-là, je crois que c'est sa première, si je ne m'abuse. Et on est d'accord que Les Sentiments du Prince Charles comme titre de BD féministe, c'est pas forcément très bien trouvé. C'est très chelou, mais vous allez comprendre. Enfin non, vous n'allez pas comprendre parce que je vais pas vous parler de ça, mais si vous la lisez, vous comprendrez. Alors, elle est un peu brouillon, hein, Liv Strömquist, dans ses BD, elle raconte un peu tout ce qui lui vient, un peu, tout ce qui lui passe un peu par la tête. Il n'y a pas vraiment de structure. Bon, elle est anarchiste, hein, je crois. Donc, ces BD, voilà, sont un petit peu bordéliques. Les anarchistes vont me taper dessus. Non, les anarchistes, c'est pas le chaos. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous livre en vrac un petit peu tout ce que j'ai noté, tout ce qui m'a plu, tout ce qui m'a... À tes souhaits, Toto. Tout ce qui m'a intéressé. Et voilà, vous me direz si vous avez lu cette BD, si ça vous a donné envie de la lire, si vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit. Tu veux pas faire dodo? Tourner des vidéos avec un chien, c'est juste l'enfer. Allez, concentre-toi, Hélène. Bien, donc au tout début de cette BD, elle explique que les filles dans notre société sexiste n'obtiennent l'estime d'elles-mêmes qu'à travers la séduction et le sentiment d'être aimées par un homme. Alors moi ça me parle, hein, je sais pas vous, mais c'est vrai que... D'ailleurs à ce sujet j'aimerais lire Beauté fatale de Mona Chollet, je pense que ça... Qu'est-ce que tu en penses? Ça m'aiderait à déconstruire tout ça. Enfin, ça va beaucoup mieux, hein, mais oulala, fut un temps, oui, c'était complètement moi, personnellement. Et pour couronner le tout, les femmes ne peuvent pas s'arrêter de pourvoir aux besoins des autres et de les considérer plus importants que les leurs, ce qui fait que on est quand même dans un petit combo de merde. Alors, Liv Strömquist, elle vulgarise beaucoup des études sociologiques, psychologiques qu'elle a lues, et voilà. Donc là, elle parle notamment de Lynn Layton, qui est une professeure de psychologie à Harvard, et elle explique que selon cette professeure de psychologie, les femmes tombent amoureuses des hommes émotionnellement inaccessibles parce qu'elles veulent inconsciemment être libres et non dépendantes des relations amoureuses. C'est pas hyper tordu, ça? En fait, selon Lynn Layton, une femme cis recherchera toujours chez l'homme cis quelque chose que la société sexiste ne pourra jamais lui donner à elle directement. En gros, si j'ai bien compris, il y a un délire de vivre le truc par procuration. Donc, les femmes essaient désespérément de créer une relation intime avec les hommes, alors qu'en fait, selon une étude de Layton toujours, ce n'est pas possible. Elles ne peuvent créer du lien qu'avec leurs enfants ou d'autres femmes. Voilà. Alors je cite la BD, la femme serait donc un Sisyphe on dit, des temps modernes qui lutte jour et nuit pour évoquer ses sentiments avec son homme, un projet voué à l'échec perpétuel mais qu'elle a été conditionnée à poursuivre telle une éternelle esclave. Ça fait envie, hein? Ouais, lire Liv Strömquist, c'est pas toujours très encourageant, surtout par rapport à, voilà, aux relations hétéro, quoi.
Puis, Liv Strömquist aborde la façon dont le couple et le sexe, et la propriété du corps de notre partenaire, sont liés à une certaine idée du mariage qui date du 19e siècle et que tout ça n'a pas tellement évolué depuis. Alors, elle n'a pas forcément de solution, hein, elle offre pas d'alternative, pas vraiment. Mais voilà, pour elle, c'est quand même un peu problématique que tout ça soit fixé dans le temps et n'ait pas beaucoup bougé depuis l'avènement du mariage, quoi. Pour elle, le lien entre ce droit de propriété du corps de l'autre et l'amour, c'est quelque chose de quand même totalement absurde. Puisqu'à partir du moment où on est amoureux, ça implique qu'on autorise l'autre à décider de ce qu'on va faire avec notre corps. Et c'est vrai que dit comme ça paraît un peu con. Ensuite, elle va parler du sociologue Randall Collins, qui lui souligne que c'est le mariage de raison qui avait cours pendant des lustres et qu'il a justement disparu au 19e siècle pour laisser place au mariage d'amour. Donc ça fait pas tant de temps finalement que le mariage d'amour existe, à l'échelle humaine, j'entends. Et c'est depuis uniquement ce temps-là que la société attache une importance primordiale au sentiment amoureux, alors que pendant des siècles, ça n'avait absolument pas lieu d'être et les gens s'en tapaient en fait, c'était pas du tout le but. Et ça, c'est vrai qu'on a quand même vachement tendance à l'oublier. Du coup, c'est con, mais je peux pas m'empêcher de me poser la question de c'était quoi le but d'une vie avant le mariage amoureux, avant l'amour romantique? C'était quoi leur préoccupation principale, étant donné que pour nous, alors je pense que c'est encore une fois très féminin, je veux pas généraliser, mais je crois qu'on est quand même beaucoup plus éduqués à ça, conditionnés à ça. Nous, les femmes, aujourd'hui, c'est quand même un des sujets qui nous remplit le plus la tête, hein, l'amour et les relations. Donc je me dis, waouh, il y a eu un temps où c'était même pas un sujet. Qu'est-ce que ça devait libérer comme place dans leur tête? Et du coup, à quoi ils pensaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, je suis pas très calée en histoire, donc dites-moi si vous êtes historien, faites-nous un cours. Et alors du coup, Liv Strömquist, toujours en se basant sur le travail de Collins, qui est donc sociologue, elle compare les relations amoureuses à une mini-religion privée. J'adore ce passage dans la BD, je le trouve très malin. Et elle explique que pour les sociologues Ulrich et Elisabeth Beck, la foi de l'ensemble de la société dans l'amour peut être comparée à la religion. Parce que eux, ils pensent que l'amour romantique se rapproche d'une religion moderne et profane parce que dans la société d'aujourd'hui, la foi en l'amour prime sur la croyance en Dieu et les croyances collectives, les superstitions collectives. Et pour preuve, Liv Strömquist, elle explique que 90% des thèmes des cantiques, poèmes, tableaux et récits, enfin de toutes les œuvres d'avant, c'était Dieu. Et que maintenant, le thème de 90% des disques, films, livres, chansons aujourd'hui, c'est l'amour romantique. Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là. Je cite, pour eux, la religion comme l'amour porte une promesse implicite de bonheur parfait. Et c'est pas faux, parce qu'avant on se disait qu'aller au paradis c'était le bonheur éternel, et aujourd'hui on se dit que c'est trouver le grand amour qui nous garantit d'être heureux jusqu'à la fin de nos jours. Ah, ah, ça fait quand même une grosse pression hein, sur le couple. Ces deux sociologues-là, ils pensent que dans notre société anti-traditionnaliste, religieuse et individualiste, l'amour romantique, c'est devenu aussi tout simplement l'élément qui va donner un sens à notre vie. Alors après, on passe à un chapitre où elle parle de tout ce qui est changement suite à une rupture, à une séparation. Et on apprend notamment que 45% des femmes ont ressenti avoir une meilleure relation avec leurs amis après leur séparation. Alors que pour les hommes, c'est l'inverse. Une majorité d'eux ont ressenti un déclin de leur relation avec leurs amis après leur séparation. Parce que c'est les femmes qui créent le lien, qui maintiennent le lien. On en a parlé déjà dans l'épisode 1, il me semble. Non, l'épisode 2, pardon. On apprend aussi que 70% des femmes pensent que leur bien-être psychique s'est amélioré après leur séparation. Et 85% d'entre elles ont également ressenti plus de confiance en elles, contre seulement 35% des hommes.
Alors, en même temps, c'est les femmes souvent qui partent, hein, donc c'est presque normal, on va dire, que les hommes soient moins enjaillés hein, par les séparations. Ensuite, Liv Strömquist, elle parle du fait que notre société est de plus en plus individualiste et que certains pensent que c'est ça qui nous rend incapables de nouer une relation amoureuse aujourd'hui. Qu'il serait tout simplement plus possible de combiner une relation d'amour avec un projet de vie individualiste. Et que les compromis que l'on doit faire pour pouvoir vivre ensemble sont ressentis comme un trop grand sacrifice au développement personnel. Est-ce que ça me parle? J'avoue. Et ben tout ça, ça me fait penser au travail de la sociologue Eva Illouz, qui a écrit La fin de l'amour, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, et dont je pense faire une vidéo pas tard, parce que c'est exactement ce qu'elle dit. Alors elle parle surtout du capitalisme, mais bon, l'individualisme, découle du capitalisme, on va pas se mentir. Mais Liv Strömquist, elle, dans cette BD, elle cite pas Eva Illouz, elle cite le sociologue allemand Jürgen Habermas, je lis mes notes en même temps, qui pense que le fait de vivre dans une culture capitaliste, qu'est-ce qu'on disait, nous amène à nous considérer ainsi que les autres comme des marchandises. Alors c'est rigolo, le fait de se considérer comme une marchandise, ça me fait penser à une vidéo de Marina sur YouTube qui parlait de Tinder. Chut, téléphone. Ouais, qui expliquait que du coup sur Tinder, elle avait repéré 3 grands types de profils d'hommes sur l'appli. Et il y avait notamment justement les mecs qui se présentent dans leur bio comme des produits, ce qui est visiblement une pratique très courante. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description, c'est très intéressant. Alors, selon Habermas, comme notre société est construite autour de la consommation, nous nous sommes mis à consommer des partenaires de la même manière que nous achetons des marchandises. Et ne dites pas le contraire, on vous voit sur les applis consommer les gens. Du coup, Liv Strömquist, elle se pose la question d'essayer d'avoir des relations qui ne sont pas aussi imprégnées d'un idéal romantique, mais qui ressembleraient à des relations d'amitié, emplies d'amour quand même, cependant, néanmoins. Et ben je trouve que c'est une très belle formule. Il faudra que je la réutilise quand j'aurai envie de m'inscrire sur Tinder et qu'on me demandera qu'est-ce que tu cherches ici? Bien, je cherche une relation d'amitié emplie d'amour. Alors ensuite, elle parle de la théorie de la politologue Anna Jonas-Dottir. Dottir, la pauvre. Non, Anna Jonas-Dottir, pardon, qui a étudié le patriarcat et qui avance que les acteurs d'une relation hétéro ne sont pas égaux dans l'échange amoureux. What? Alors ça non, hein, ça m'étonnerait. En fait, je redis des trucs que j'ai déjà dit dans l'épisode précédent, c'est un peu relou. C'est juste pour, comme ça, vous avez bien compris. Selon elle, donc Anna Jonas-Dottir, les hommes s'approprient bien plus de la force des femmes qu'ils n'en donnent. Incroyable. Car notre société est conditionnée par un principe moral qui affecte spécifiquement les femmes, l'esprit de sacrifice. Il exige que non seulement les femmes assument seules les pratiques de soins, mais aussi qu'elles renoncent à leurs propres intérêts et droits. Car pourquoi pas? Toujours selon la politologue, cette exploitation hétérosexuelle, où les hommes bénéficient de la force de l'amour des femmes, ne s'applique pas seulement dans les relations d'amour, mais dans toutes les interactions des femmes. Eh oui, sinon c'est pas marrant. Que ce soit dans la sphère privée ou publique, elle souligne que les femmes font preuve d'un dévouement bien supérieur à celui des hommes. Eh oui. Bien, je m'arrête là, vous l'aurez compris, Liv Strömquist n'est pas particulièrement fan du modèle de couple hétérosexuel tel qu'il nous est proposé actuellement. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je terminerai cette vidéo en citant Rita Ordonez, qui a écrit sur Sens Critique. Liv Strömquist met en image des études rigoureuses qui dissèquent nos comportements les plus inconscients. On se rend compte de tous les mécanismes millénaires qui nous formatent malgré nous dans nos rapports amoureux, c'est passionnant, il manque une suite, comment s'extraire de tout ce conditionnement? Eh ben ça tombe bien, parce qu'on va justement essayer de répondre à cette question dans cette série de vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit résumé, si ça vous donne envie de lire cette BD, si vous l'avez déjà lu, ce que vous pensez de toutes ces conclusions finalement. Et puis en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.